Pour monter un petit peu plus loin, on avait défini ce que c'était qu'un espace euclidien en disant que c'est un espace vectoriel de dimension finie sur lequel on avait rajouté ce qu'on appelait un produit scalaire, donc qui vérifiait des propriétés essentiellement bilinéarité et positivité. Puis après, on avait défini une norme à l'aide du produit scalaire. Et ici, on avait défini peu avant ce que c'était que l'orthogonalité. Donc on avait dit que deux vecteurs étaient orthogonaux si leur produit scalaire était égal à 0. On avait dit qu'un vecteur était unitaire si sa norme était égale à 1. Et on avait généralisé ça pour des familles. Donc là, celui-ci, on l'avait déjà vu. On disait qu'une famille était orthogonale si tous les vecteurs étaient orthogonaux. Et orthonormale si en plus on disait que le vecteur était unitaire. Donc ce qu'on avait vu la dernière fois, ça on l'avait déjà vu aussi, on avait vu qu'on pouvait retrouver les coordonnées dans une base orthonormée simplement en faisant des produits scalaires. Si on prend les produits scalaires d'un vecteur avec chacun des vecteurs de la base orthonormée, ça redonne les coordonnées dans la base orthonormée. Donc, je vais finir en démontrant ça. Donc on en était ici. Normalement on était arrivé là. Donc si on continue dans cette veine-là, donc si on prend une famille de vecteurs non nuls, en fait l'orthogonalité ça vous donne en plus un moyen de montrer que la famille est libre maintenant. C'est un deuxième moyen. Puisque si on prend une famille de vecteurs non nuls, celle-là c'est important. Et si ça fait une famille orthogonale, alors la famille est libre. Donc c'est une nouvelle façon de déterminer qu'une famille est libre, en vérifiant ou en disant simplement qu'elle est constituée de vecteurs orthogonaux. Donc non nul ça sert, puisque de toute façon, par définition, si vous faites le produit scalaire de 0 avec n'importe quel vecteur, alors forcément ça fait 0. Donc 0 est toujours orthogonal à n'importe quoi. Mais dans une famille libre, évidemment, on n'a pas envie d'avoir 0. C'est pour ça qu'on rajoute que ce sont des vecteurs non nuls. Donc il y a un cas particulier qui est très utile, évidemment, c'est si en plus on sait que la dimension est égale au cardinal de la famille. On a vu que dans ce cas-là, si une famille était libre de cardinal de la dimension de l'espace, alors c'était une base. Donc là, il suffit d'avoir une famille orthogonale de cardinal n pour montrer que c'est une base de y. Donc c'est encore une nouvelle façon de réussir à montrer que quelque chose est une base. De bon cardinal et orthogonal, ça suffit. Donc on va démontrer ça. Est-ce que c'est bon, Teddy? Non, pas du tout. Globalement, si je vais trop vite, là, aujourd'hui, ralentissez-moi. Il faudra un ralentisseur officiel. C'est bon. Ok, si personne proteste, je passe à la démonstration. Donc pour démontrer ça, il faut montrer que la famille est libre. Une démonstration assez habituelle. Montrer qu'une famille est libre, ça commence toujours par prendre des réels lambda 1 jusqu'à lambda n, puisque là on est sur des espaces réels. On suppose qu'on a une combinaison linéaire de chacun des vecteurs x1 jusqu'à xn qui fait 0. Et le but pour montrer que la famille est libre, c'est d'arriver à montrer que lambda 1, lambda 2 jusqu'à lambda n sont égaux à 0. Là, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait le produit scalaire. Donc là, on fait d'abord le produit scalaire avec xn. Simplement, comme le vecteur était nul, juste au-dessus, on avait supposé que le vecteur était égal à 0. Donc quand vous faites le produit scalaire, ça fait 0. Parce que le produit scalaire de 0 avec n'importe qui, c'est toujours 0, par linéarité à gauche. Et maintenant, on développe toujours par linéarité à gauche. Donc les lambda i ils vont sortir, et on va se retrouver avec les produits scalaires de x1, xn, jusqu'à x2, xn, xn, etc. Donc ça nous donne la somme de tous les lambda. Je vois d'ailleurs que j'ai mis l'indice sur la somme, ça devrait être i ici. Donc ça fait la somme pour i allant de 1 jusqu'à n des lambda i, xi scalaire xn. Et ça, puisque c'est la même chose qu'au-dessus, on sait que ça fait 0. Or là, on utilise le fait que la famille est orthogonale. Donc ça veut dire que tous les produits scalaires qui sont ici, comme la famille est orthogonale, ils sont égaux à 0, sauf si n égale à i. Donc là, c'est ce qui est écrit. Comme les xi sont tous orthogonaux 2 à 2, tous les produits scalaires sont nuls, sauf le produit scalaire pour lequel on a égalité entre les indices.
Et quand vous faites le produit scalaire de xn avec xn, ça fait la norme de xn au carré. Donc on tombe là-dessus. Or, on avait supposé que les vecteurs x1 jusqu'à xn ils sont non nuls, donc leur norme est non nulle aussi. Donc ce terme-là, la norme de xn au carré, on sait que c'est strictement positif. Et si le produit est égal à 0, ça doit forcément dire que le lambda n ici est égal à 0. Donc on a ça. Donc là, vous voyez, on avait supposé au départ qu'on avait la combinaison linéaire égale à 0. Grâce à ce produit scalaire qu'on a fait, on a montré que le lambda n était égal à 0. Donc ça permet d'éliminer ce terme ici. Et après, on peut recommencer, obtenir que lambda n-1 est égal à 0, recommencer, obtenir que lambda n-2 est égal à 0, etc. Donc ça va montrer que tous les lambda i sont égaux à 0. Et puis on obtient ça. Et là, on a vérifié la démonstration classique du fait qu'une famille est libre. On a supposé qu'on avait une combinaison linéaire nulle. On a montré que tous les lambda i sont égaux à 0. Donc la famille x1 jusqu'à xn est libre. Donc ça démontre le résultat. D'accord. Pas de questions là-dessus pour ceux qui ont fini de copier. Benjamin, t'es dit? C'est bon, c'est bon. Okay. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va passer à toujours un peu des conséquences de ce qu'on a vu auparavant. Donc là, si vous prenez une famille orthogonale, si vous utilisez le théorème de Pythagore, on a vu auparavant, on avait vu que quand x1 et x2 étaient orthogonaux, on avait la norme de x1 plus x2 au carré qui était égale à la norme de x1 plus la norme de x2 au carré. Bon, on peut généraliser ça sur une famille orthogonale, ça donne ça. Donc, si on fait la norme de la somme de xi au carré, la somme de xi au carré. Et donc, ça a un intérêt, puisque si on prend lambda 1, lambda n, qui sont les coordonnées dans une base, alors là, je rajoute orthonormale, de façon à ce que j'obtienne ici des coefficients avec des normes de vecteurs qui sont égales à 1. Alors, on va avoir ça. On a un moyen simple de calculer la norme d'un vecteur. C'est la racine carrée de la somme des coordonnées au carré. Donc, c'est la formule qu'on connaît bien classiquement dans le cas de R2 ou de R3, par exemple. Et là, on l'a directement dans n'importe quel cadre. Ça pourrait être dans des espaces plus compliqués que des espaces comme R2, R3, ça marche encore. On obtient, si on est dans une base orthonormale, la norme comme la racine des sommes des coordonnées au carré. Si par contre la famille n'est que orthogonale, donc là je ne suppose pas que chacun des vecteurs de base est de norme égale à 1, alors la formule est un petit peu moins sympathique, puisque je suis obligé de rajouter les normes de ici au carré. Mais ça donne un moyen direct de calculer des normes à partir des coordonnées. Ça permet de travailler en coordonnées, quoi, ce qui est vraiment général, c'est pratique. Donc ça, c'est juste une conséquence de Pythagore. C'est bon? Non. Non. Pas de questions? Bon, a priori, c'est pas des trucs très propices à poser des questions. Alors, peut-être une remarque au passage. Ça vous fait penser peut-être à un théorème qu'on a vu récemment, dans le chapitre précédent. En fait, ça fait un peu penser à Parseval, si vous regardez bien. Cette formule ici, c'est un peu Parseval si vous mettez, il y a un demi, il faudrait expliquer d'où il sort. Quand on fait la somme des n carré plus bn au carré, en fait, on fait un truc comme ça, de Pythagore. On fait une somme des coordonnées au carré égale une norme au carré de l'autre côté. Sachant que la norme dans ce cadre-là, ce sera la racine carrée, enfin l'intégrale plutôt,
de la fonction au carré. Donc, mine de rien, en fait, ce qu'on a fait sur des séries de Fourier, ça a un lien assez important avec ce chapitre-là aussi. C'est bon, Eddie? Oui. J'aime aussi. Oui. Hop. Alors là, je me permets un peu de hors programme, parce que ça va un petit peu servir après. Donc c'est un théorème très 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 connu. Les autres l'ont vu, les PT par exemple, ça, mais la plupart des autres finalement, donc je le mets, c'est à la limite du programme. Mais c'est un théorème qui est pratique, parce qu'il permet de faire des choses intéressantes. Donc si on a une famille libre, en fait, le théorème, il vous permet de construire une famille qui sera orthogonale et qui engendre le même espace. Je mets un peu tout ça d'un coup. Donc comment ça marche? Donc le but, c'est ça, c'est réussir à avoir une famille qui engendre le même espace et qui soit orthogonale. Et donc c'est un théorème qui est constructif, c'est-à-dire qu'on part d'une famille x1, xn, et on donne des formules explicites pour calculer U1, U2, U3, U4, U5 jusqu'à UN. Et ces vecteurs-là ont l'intérêt de former une famille orthogonale. Donc on appelle ça éventuellement aussi un théorème d'orthogonalisation. Donc la formule, elle est ici. Ça, c'est le cas simple où on n'a qu'un vecteur. Donc essentiellement, ce qu'on fait, c'est qu'on prend le vecteur qu'on avait au départ, c'est-à-dire on remplace x2 par u2, mais on enlève toutes les composantes qui étaient correspondantes aux autres vecteurs dans x2. Donc là, par exemple, pour calculer la coordonnée selon le vecteur qui correspond à U1, on fait le produit scalaire avec U1. Et pour que ça soit bien compensé, on utilise la norme 1 sur norme au carré fois 5. Et après, on peut faire ça pour généraliser. On fait ça au fur et à mesure avec tous les vecteurs de U1 jusqu'à UN, comme ça. Et donc, ce qu'il faut retrancher, c'est la somme de toutes les composantes sur les vecteurs précédents. C'est cette formule qui est ici. Pas évidente, comme ça. Mais par contre, en pratique, c'est pas mal ça, parce que ça permet de montrer que n'importe quel espace, que vous allez écrire un vecte de x1, xn, à partir d'une famille dont on sait qu'elle existe, puisqu'on a montré qu'il y avait des bases pour tous les espaces de dimension finie. Alors, on peut faire ça. On peut utiliser le théorème de Helmholtz et montrer qu'il y a une base orthogonale. Donc, n'importe quel espace admet une base orthogonale. Condition, évidemment, qu'il y a un produit scalaire. Ça, c'est un théorème quand même relativement important. Je ne vais pas faire la démonstration. Pour ceux qui veulent la faire, c'est pas infaisable du tout. Il faut juste vérifier essentiellement que les formules qu'on a choisies ici permettent d'avoir à chaque fois UI scalaire UJ égale à 0. Il faut écrire, il faut développer. Un peu technique à écrire. Mais par contre, on obtient assez rapidement que la combinaison qu'on a choisie ici, elle est faite exprès pour que ça fasse bien. On est dans ce hors programme, donc la démonstration, c'est pas grave si vous ne la connaissez pas. Ce qu'il faut juste retenir, c'est qu'il y a moyen toujours, si on a envie, d'avoir une base. Et après, j'ai quand même mis un exemple pour montrer comment ça peut se faire en pratique. Passer. C'est bon. Pour les autres aussi. Alors, un exemple de ça. Un petit exemple simple. J'ai pris dans R3 une base de 3 vecteurs. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai appliqué l'algorithme qui est donné par le théorème précédent de façon à obtenir une famille qui va engendrer aussi R3, c'est une base R3, mais qui soit une famille orthogonale. Donc pour faire ça, on a vu dans le théorème, on prend juste le premier vecteur sans changer. Le premier vecteur, j'ai gardé ici. Et le deuxième vecteur, on le construit avec la formule que j'ai donnée auparavant, c'est-à-dire que je prends le vecteur que j'avais pour U2, c'était celui-ci au départ, et je lui enlève 1 sur la norme au carré. Donc là, vous pouvez calculer, la norme de U1, c'est 1 au carré plus 2 au carré plus 1 au carré, ça fait 6. Multiplié par le produit scalaire du vecteur que j'ai choisi et de l'ancien vecteur que j'avais. Et multiplié par le vecteur qui correspond, 1, 2. Si on calcule ça, donc le produit scalaire ici, ça fait 1 plus 4, 2. Donc ça fait 3. Et 3 sur 6, ça fait 1 demi. C'est pour ça qu'il y a un demi ici. Multiplié par 1, 2. On calcule tout ce truc-là et ça fait ce vecteur ici. Je l'ai peut-être mis après, mais je ne l'ai pas mis. Ici, on peut vérifier. Si vous faites le produit scalaire de ce vecteur par ce vecteur-là, ça doit faire 0.
Oh, ça marche, hein. 1 fois 1 plus 2 fois 2, ça fait 4. Ouais, ça fait 4. Donc, on va trouver un vecteur orthogonal qui fait combinaison linéaire des deux vecteurs précédents. Et on fait pareil avec U3, donc les calculs sont un peu plus désagréables parce qu'il faut récupérer les deux vecteurs précédents et multiplier par les coordonnées qu'il faut. Donc à nouveau c'est le même principe, hein. Il y a le troisième vecteur ici. On fait la différence avec 1 sur la norme au carré, donc là ça ne va pas changer pour U1, la norme c'est sur 6 au carré. Multiplié par le produit scalaire, multiplié par le vecteur. Même chose avec le troisième vecteur qu'on avait calculé précédemment, donc là la norme est un petit peu moins sympathique, on fait du 2 sur 15. Multiplié par le produit scalaire, multiplié par le vecteur. On calcule tout ça, on trouve ça, et on peut vérifier 4 moins 2, 0. C'est bien un vecteur qui est orthogonal au premier, puisque ça fait 4 moins 4, 0. Il est bien orthogonal aussi au deuxième qu'on avait calculé tout à l'heure, c'est pareil, 4 moins 4, 0. Donc on a trouvé 3 vecteurs qui sont orthogonaux, U1, U2, U3, famille orthogonale. Et comme par construction, ils étaient composés pour U1 de X1, pour U2 de X1, X2, pour U3 de X1, X2, X3, ils engendrent le même espace que X1, X2, X3. Ces 3 vecteurs-là. Ça fait une famille qui est une base vectorielle. Donc là, on a trouvé une famille orthogonale. Si on voulait trouver une famille orthonormale, ce qui resterait à faire, c'est diviser chacun des vecteurs par sa norme de carré. Et on pourrait comme ça construire, si on voulait, une base orthonormale, une nouvelle base. Là, c'est un exemple pour vous montrer comment ça marche. Ça vaut le coup d'en faire un une fois tout seul pour voir. Ça peut servir. Monsieur, oui, je t'écoute. Le moins 2 15e, il est à la suite du vecteur 1 de 1 ou c'est un égal de 1? Ouais, c'est la suite. Tout ça, en fait, tout ce truc-là, c'est une ligne. Ok. Donc ces calculs, ils peuvent être, par contre, là j'ai pris que 3 vecteurs. Si on fait ça dans R5, vous imaginez que U5, il y a moins 4 fois comme ça. Les calculs peuvent devenir vraiment désagréables. Mais si vous avez un ordinateur sous la main, il fait ça tout seul. Ça donne vraiment un procédé qui en pratique sert pour faire ce genre de choses. Monsieur? Oui. Je ne vois pas d'où vient le 2/15 de... Celui-ci là, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors le 2/15, il doit correspondre à la norme du vecteur que j'avais calculé juste ici, auparavant. Si on calcule la norme de ça, ça fait 1 au carré plus 2 au carré plus 5 au carré, donc ça fait 25, 29, 30. 30 sur 4. Tu vois, c'est ça. 30 sur 4, ça fait 15 sur 2. Donc en fait, ce que j'ai calculé pour avoir ce facteur-là, c'est la norme de ce vecteur. Le 4, ça correspond à quoi? Le 4 En fait, ah oui, le 4, c'est le 1 demi. Au carré, ouais, c'est ça. Parce que là, on parle de norme au carré. D'accord. Donc à chaque fois, il faut recalculer la norme du nouveau vecteur. Tu vois, c'est pas la norme du vecteur qui y avait ici, mais c'est la norme du vecteur qui est ici. Est-ce que vous pouvez refaire un retour en arrière sur le théorème? Je me pose une question. Exactement. Oui. S'il vous plaît. Voilà. Ah oui, d'accord. Donc là, vous voyez, c'était la norme au carré que je viens de calculer, là. Puis à chaque fois, on fait le produit scalaire avec ici, puisque c'est ici qu'on est en train de transformer, des anciens vecteurs au carré. C'était quoi ta question, Benjamin? Non, c'était juste que je m'étais trompé sur en recopiant, en fait. C'est pour ça. D'accord. Donc ça correspondait pas. Oui. Donc je repasse après. Oui, merci. Ouais. Hop. Et celui-ci, est-ce que vous avez terminé de le copier? Ouais, c'est bon. Ok. Bon, donc là, je vous le disais, hein, c'est limite programme, mais franchement, ça peut servir, enfin, pour tous ceux qui ont, même tous ceux qui ont après à travailler, et c'est quand même assez fréquent dans les espaces euclidiens, bah ça, on s'en sert tout le temps. Ça peut servir notre code. Alors, donc on va passer à la partie 3. Donc jusqu'ici, on avait vu des définitions générales sur les espaces, en gros. Maintenant, on va spécialiser un petit peu sur des choses plus pratiques. On va parler de matrices. Mais on va parler de matrices orthogonales. Alors pour ça, il y a quand même une définition générale qui est derrière, c'est la notion d'isométrie.
Donc, quand on est dans un espace euclidien, ce qu'on appelle une isométrie, c'est un vecteur tel que quand vous l'appliquez, c'est une application, là c'est un endomorphisme, tel que si vous l'appliquez de chaque côté d'un produit scalaire, ça ne change pas le produit scalaire. Donc, si vous prenez x et y, n'importe lesquels deux vecteurs dans un espace euclidien, il faut que f de x scalaire f de y soit égal à x scalaire y. Donc, il y a un autre nom que j'ai écrit en dessous, là, parle aussi d'un endomorphisme orthogonal, d'où la notion de matrice orthogonale dont on aura à parler après. Donc, la définition est assez simple, on ne voit pas trop d'où elle sort, a priori, on ne voit pas pourquoi ça serait un lien avec ce qu'on appelle une isométrie d'habitude. L'isométrie, a priori, on a envie que ça conserve les distances, mais là, ce que ça conserve, c'est les produits scalaires. En fait. Mais on va voir après que c'est la même chose. C'est bon pour celui-ci? Non. Non. Je ne sais pas si j'ai mis la notation. Non, je peux. Alors après, mais l'ensemble de ces trucs-là, l'ensemble des endomorphismes orthogonaux, ça se note grand O. Grand O indice N, c'est l'ensemble des isométries de Rn. J'ai dû l'écrire. Isométrie, c'est quoi exactement? Alors, isométrie, intuitivement, c'est une application qui garde les distances. Donc, tu vois, par exemple, dans les transformations du plan, si on reste dans le plan, une rotation, c'est une isométrie. Parce que quand tu fais tourner un vecteur, il ne change pas de longueur. Okay. Alors que si on prenait tout simplement une multiplication par un nombre, quoi, multiplication par 2, ça, c'est pas une isométrie, parce que ça multiplie les distances par 2. C'est juste ça. C'est toutes les transformations qui ne changent pas les distances. Alors, même si là, effectivement, c'est pas évident sur cette définition-là, c'est pour ça qu'après, on aura un petit résultat qui justifie ça. C'est bon sinon pour les autres? Oui. Alors, donc, ce que je disais là. Merci. Ouais. Donc, la proposition qui vient naturellement après, c'est pour préciser pourquoi c'est bien une isométrie. C'est pour ça que je mets plus intuitive. Si vous prenez un endomorphisme de E euclidien, c'est une isométrie si et seulement si, quel que soit x, la norme de f de x est égale à la norme de x. Donc là, on voit mieux ce que ça veut dire. Ça veut dire ce que j'étais en train de préciser tout à l'heure à Paul. Si vous transformez n'importe quel vecteur par application f, alors la norme du résultat est la même que la norme que vous avez départ. On va démontrer ça rapidement. Il faut démontrer que le fait de conserver le produit scalaire, c'est la même chose que conserver la norme. Peut-être que quelqu'un a une idée de ce que je vais utiliser pour la démonstration d'ailleurs. Oui. Pardon? La récurrence. Le problème, c'est que je n'entends pas. Une récurrence. Ah, une récurrence sur la dimension, tu veux dire? Ouais. On pourrait le faire comme ça, mais un résultat qui permet de le faire directement. Un truc que j'ai donné la dernière fois. Non, je peux passer la proposition? Une petite seconde. C'est bon. Donc en fait, l'idée, c'est que je vous ai donné hier un lien entre la norme et le produit scalaire. Alors pour ça, bon, déjà, il y a un petit truc, hein, si x égale y, c'est évident que la première définition que j'ai donnée, elle implique la deuxième. Donc ce qu'il faut montrer, c'est qu'on a, si la norme est conservée, conservation du produit scalaire. Or, j'avais donné cette formule-là, alors sans les f, je l'ai donnée la dernière fois. C'est une formule de polarisation, comme j'avais dit. Donc, si vous faites le produit scalaire de x et de y en général, grand x et grand y, on avait vu que c'était 1/2 facteur de la norme de grand x plus grand y au carré, moins la norme de grand x au carré, moins la norme de grand y au carré. Donc ça, on l'applique au produit scalaire de f de x et de f de y. C'est ce que j'ai fait ici.
Et donc on a cette relation qui permet de faire le lien entre le produit scalaire et les normes. Il manque une parenthèse là. Et donc à partir de ça, vu qu'on suppose que la norme de f de x est toujours égale à la norme de x, on va pouvoir remplacer la norme. Il y a juste une petite étape à faire auparavant, c'est que ça, si je veux appliquer ce résultat ici, il faut que je regroupe ça dans un seul vecteur. Donc je vais faire par linéarité. Par linéarité, f de x plus f de y, c'est la même chose que f de x plus y. Et maintenant, j'ai 3 normes au carré, et puisque je sais que la norme de f de quelqu'un, c'est la même chose que la norme de quelqu'un, je vais pouvoir enlever les f. Ça va donner ça. Visiblement, j'ai dû faire des copier-coller, puisque la parenthèse est sautée partout. Et maintenant, ça, on réutilise la formule dans l'autre sens, celle que j'ai utilisée ici. On sait que la moitié de la norme de la somme au carré moins la norme au carré du premier moins la norme au carré du deuxième. Ça, c'est la même chose que le produit scalaire. Donc, ce qu'on a démontré, c'est que si une application conserve les normes des vecteurs, en fait, elle conserve les produits scalaires. C'est-à-dire le produit scalaire de f de x et f de y, c'est la même chose que le produit scalaire de x avec y. Donc, ça montre que la notion d'isométrie, c'était la même que celle de conserver les angles, quelque part. Puisque quand vous faites le produit scalaire, on avait vu ça quand on a défini les choses dans R2, on avait un cosinus de l'angle qui arrivait. Donc, moralement, conserver les distances, c'est aussi conserver les angles. Avec les définitions là qui sont plus générales. On pourrait parler de polynôme. Voilà. Donc, isométrie maintenant, on va essayer de voir ce que ça veut dire sur les applications linéaires en pratique. Et pour nous, en pratique, souvent, c'est écrire des matrices des applications linéaires. On va voir exactement ce que ça nous donne comme chose pour les matrices qui correspondent à ces applications. Est-ce que je peux passer? Monsieur, la parenthèse qui manque, c'est à la toute fin des phrases. Oui, il en manque une à la fin ici, puisqu'il faut fermer cette parenthèse-là. Ouais, ici aussi, et ici aussi. Okay. Et à chaque fois, elle est tout à la fin. Donc, un demi, c'est important que ça multiplie par tout le monde. Et la formule, celle-ci, elle était venue du fait que quand on avait développé le produit scalaire de x plus y par x plus y, ça regroupait les termes, ça donnait ça. C'est bon? C'est bon, Teddy? Oui, c'est bon. Ok. Alors, donc, la proposition, c'est fait. Alors, premier résultat plus général, si vous avez une isométrie, alors c'est un automorphisme. Donc, c'est un petit peu, on avait vu tout à l'heure, si vous montrez qu'une famille est orthogonale, ça montre que c'est une famille libre. On peut ranger ça dans le même genre de théorème, c'est-à-dire que c'est des théorèmes qui maintenant vont nous permettre de montrer des trucs plus rapidement grâce à ces structures un peu plus évoluées. Donc le fait là qu'on ait une isométrie, ça nécessite que soit euclidien, donc ça nécessite pas mal d'hypothèses supplémentaires à ce qu'on avait vu sur les espaces vectoriels, mais ça nous donne directement la bijectivité. Et la démonstration, c'est pas très compliqué en fait à faire. Il faut utiliser ce qu'on vient de voir juste avant. Est-ce que quelqu'un a une idée? Qu'est-ce qu'on peut utiliser pour montrer que quelque chose est bijectif pour une application linéaire? La matrice associée. Ouais, alors là pour l'instant, on va pas avoir de matrice facilement à écrire parce qu'on est en dimension quelconque. Bon, on pourrait faire ça. Et il faudrait montrer quoi sur la matrice alors? Qu'elle est inversée. Ouais, effectivement, ça serait une possibilité. Est-ce qu'on a d'autres comme caractérisation du fait qu'une application est bijective? Si c'est un isomorphisme, non? Ouais, là, tu joues sur le vocabulaire un peu. Non, un caractère pratique. Qu'on a f est égal à e. F est égal à e. Enfin, que directement l'image de f est égale à l'ensemble. Donc elle est surjective, c'est ça finalement? Oui. Ouais. Ah mais non, mais d'accord, ok. Ça, on tourne autour du pot là. Le truc auquel on pourrait penser, c'est qu'on a vu que comme là on est dans un
dans un cas d'endomorphisme, il suffit de montrer soit surjectif, soit bijectif, soit injectif. Ça suffirait. Mais par rapport à ce que je viens de montrer juste avant, on m'a montré juste avant que si on avait une famille qui était orthogonale, puisque l'application de keynesimétrie conserve le produit scalaire, l'image sera aussi une famille orthogonale. Est-ce que ça vous fait penser à une caractérisation de la bijectivité, ça ? Le fait que l'image d'une famille orthogonale soit orthogonale. Un endomorphisme. Ouais, mais l'image de quelle famille je vais regarder ? Une famille libre. Ouais, en fait une base. Donc je vais regarder l'image d'une base. Or, on a vu que si l'image d'une base, c'est une base, alors l'application est bijective. Donc on fait ça. Si on arrive à montrer ça, on va montrer que F est un automorphisme. Donc pour ça, il faut une base. Et donc c'est là qu'en fait j'utilise Gram-Schmidt. Si on a un espace euclidien, on peut prendre une base orthonormale de E, puisqu'on sait qu'il existe des bases, on a vu ça il y a bien longtemps. Mais en plus, par Gram-Schmidt, on peut orthogonaliser cette matrice, cette famille, puis en plus diviser par la norme pour obtenir une base orthonormale. Or, l'image par F de cette famille, puisque l'application F, elle conserve à la fois les produits scalaires et les normes, c'est encore une famille orthonormale. Donc elle a conservé ses propriétés, on va dire, qui ont trait aux produits scalaires. Et maintenant, cette famille, puisqu'elle est de même cardinal, ça fait une famille qui est orthonormale, de cardinal à la dimension 2. Or, on a vu tout à l'heure que les familles orthonormales, elles sont forcément libres. Et comme elle est de cardinal à la dimension 2, c'est une base. Donc finalement, on a montré que l'image par F d'une base de E particulière, hein, la base E1 jusqu'à En, c'était encore une base, la base F de E1 jusqu'à F de En. Ça montre que c'est une application bijective. J'ai pas eu grand chose à faire, il a juste fallu que je mette les arguments bout à bout par rapport à ce que j'ai fait auparavant. Donc ça, mine de rien, ça a quand même un intérêt, parce que ça permet de montrer des choses plus rapidement que si on faisait les calculs tout en détail par rapport à ce qu'on avait à la base sur les applications. Donc là, directement, si on a une isymétrie, on sait que c'est un automorphisme. Et l'automorphisme, on a vu que c'est quand même une propriété utile. Ok, donc la preuve, c'est clair ? J'ai une question. Oui. Vous dites qu'on sait qu'il existe une base orthonormale à cause de Gram-Schmidt. Ouais. Mais Gram-Schmidt, c'est pas pour créer une base orthonormale à partir d'une base orthonormale ? Non, c'est pour créer une base orthogonale, en fait, même, à partir d'une base quelconque. C'est ça qui est fort avec Gram-Schmidt. Donc tu prends n'importe quelle base, vraiment une base quelconque, il faut quand même qu'elle soit libre, évidemment. Tu appliques le procédé Gram-Schmidt, bah, tu es parti d'une base quelconque et tu arrives à une base orthogonale. Après, orthonormale, il te reste juste à diviser chacun des vecteurs par sa norme. Mais c'est ça l'intérêt, c'est que ça construit des bases qui sont orthogonales à partir de bases absolument quelconques. Ok, merci. Et donc le résultat que j'utilise en fait, une conséquence ou un corollaire, c'est que tout espace euclidien admet une base orthonormale. Grâce à Gram-Schmidt. C'est bon sinon pour le recopiage ? Non, bientôt. Non.
Je résiste à demander si c'est bon, mais c'est dur. Ah. Je croyais que ça avait bugué. C'est bon. Je pense que c'est bon pour tout le monde là. Ok, d'accord. Allons-y. Alors, on dit avec un dit mais pas de T. Une matrice d'ordre n avait dit orthogonale. On a ça. Alors là, c'est pareil, ça paraît totalement parachuté. On appelle orthogonale une matrice carrée si le produit de A par sa transposée est égal à l'identité. Donc, ça a l'air de n'avoir à peu près aucun rapport avec ce qu'on a fait auparavant. On va voir que si, en fait. Et donc là, j'ai un autre justement ON de R, ce que j'ai dit tout à l'heure. Là, c'est pour une matrice. Notre ON de R, l'ensemble de ces matrices, ou ON. On peut rencontrer plusieurs notations différentes. Donc c'est l'ensemble des matrices qu'on appelle orthogonales. On va voir qu'en fait, c'est les matrices qui correspondent strictement à ce qu'on a appelé isométrie auparavant. Donc, je dois donner un exemple après, je pense. L'exemple est tout bête. Si je prends cette matrice-là, comme elle est symétrique, sa transposée ici, ce sera la même chose que A. Donc ça n'a rien à calculer A fois A, en fait, pour cette matrice-là. Et si vous faites A au carré avec cette matrice, vous tombez sur l'identité, donc la matrice est orthogonale. Donc il y en a d'autres, évidemment, elles ne sont pas toutes symétriques, les matrices orthogonales. On va voir des exemples après. Donc, maintenant, ce qu'on va voir, c'est que ces matrices-là, on les introduit, mais elles ont la caractéristique d'être représentatives de ce qu'on a appelé des isométries auparavant. Ça, on va voir déjà ça, et puis quelles propriétés on a pour ces matrices. C'est bon ? Ouais. Oui. Ah bah tiens, je rajoute un truc. Mais ça je l'ai déjà dit. Donc A carré égale identité. Hop, alors. Donc une matrice est orthogonale. Là, on va caractériser un petit peu plus précisément comment on vérifie ça. On n'est pas obligé de faire le produit qu'on a vu. C'est si et seulement si ces colonnes forment une famille orthonormale de Rn. Donc, le produit scalaire qu'on a vu tout au départ, le produit scalaire de Donc pour démontrer ça, donc les colonnes de A, si c'est une famille orthonormale, les colonnes là qui sont des vecteurs qui forment une balle. Voilà. Ce qu'on peut faire, c'est remarquer que ce que j'ai donné comme définition, c'est-à-dire le produit A fois A transposé égale identité, les coefficients, je les appelle B et J. Comme B et J, en fait, c'est l'identité, c'est une matrice orthogonale, ça veut dire que ça doit être égal à 1 si I égale J, ça doit être égal à 0 si I est différent de J. Or, quand vous écrivez un produit de matrice comme ça, vous pouvez le voir comme des produits de la ligne à gauche par la colonne à droite. Mais là, transposer la colonne à droite et la ligne à gauche, en fait, ça correspond à la même chose. Ça correspond soit aux lignes, soit aux colonnes de la matrice qu'on est en train de considérer. Et donc ici, ce qu'on peut regarder, on peut imaginer que c'est le produit scalaire de CI par CJ, puisqu'on a multiplié une ligne par une colonne, mais en fait les deux correspondent à la même chose. Donc ça donne le produit scalaire de CI par CJ. Or, on veut que ce soit égal à 1 ou à 0. Et donc si c'est égal à 1, et comme ça va être égal à 1, si on a I égale J, ça veut dire que la norme est égale à 1. Ça veut dire qu'on a quelque chose d'unitaire. Et pour tous les I différents de J, ça fait 0. Donc ça veut dire que les colonnes correspondent à des vecteurs qui sont orthogonaux. Donc ça donne bien une famille orthonormale. Parce que chacune des colonnes doit être orthogonale à chacune des autres colonnes. Et la norme de chacune de ces colonnes doit être égale. Donc ça correspond à ça. Donc ça, c'est une façon de voir assez rapidement. Vous voyez l'exemple précédent que j'ai donné, par exemple le 0, 1, 1, 0. C'est évident que ça fait une famille qui est composée de vecteurs qui sont dans une base orthonormale. Et donc c'était clair à ce moment-là que la matrice était orthogonale. Donc, on peut voir, c'est une deuxième caractérisation qui évite de faire le produit de la transposée par la matrice. C'est bon pour ça ? Non, pas encore. Donc c'est aussi une façon de construire des matrices orthogonales. Vous avez n'importe quelle base orthonormale, vous mettez en colonne ce que vous obtenez comme coordonnées, ça vous fait une matrice orthogonale. Donc il y en a plein de possibles, même un truc comme ça.
Monsieur, Oui. Vous pouvez m'expliquer la dernière ligne avec le CIJ égale 1? C'est parce que le CIJ... bah oui, non, t'as raison, t'as bien fait de demander. C'est BIJ. Là, c'est pas un petit c, c'est un petit b. Parce que c'est le coefficient dont je parle là. Ça, ce sont les coefficients que tu obtiens quand tu fais le produit scalaire de CI par CJ. C'est pas ça que j'ai mis ça, mais c'est une faute. Hein. Donc ça, c'est petit b. Et ça, c'est 1 ou c'est 0 parce que ce sont les coefficients de grand B. Et grand B, on a vu que si la matrice est orthogonale, c'est l'identique. Donc c'est pour ça. Ok. Et 1 sur la diagonale, c'est des 0 et 1. Mais t'as raison, il y a une faute de frappe. C'est ce que tu voulais faire remarquer. Bah, pas vraiment, mais du coup, je comprenais pas trop d'où ça venait. Mais ok, d'accord. C'est un peu de nulle part. Ok, merci. C'est bon pour tout le monde? C'est bon pour moi. C'est bon aussi pour moi. Donc, hop, voilà un exemple. Je prends cette matrice-là. Donc, évidemment, elle n'est pas quelconque du tout, hein, cette matrice. Cette matrice, c'est une matrice orthogonale. On peut le voir si on fait la caractérisation précédente. Quand vous faites le produit scalaire de deux colonnes de cette matrice-là, c'est clair que ça fait 0. Avec la première, c'est évident. Et puis la deuxième et la troisième, si vous faites le produit scalaire, on voit bien que ça va faire 0 aussi. Et si on calcule la norme de chacune de ces colonnes, la première, ça fait 1 plus 0 plus 0, donc ça fait 1. Racine de 2 sur 2 au carré, ça fait 1 demi. Donc ça fait 0 plus 1 demi plus 1 demi, ça fait 1 aussi. Et celle-là, pareil. Avec... Donc ça, c'est un exemple de matrice qui est orthogonale. Ça vous fait penser à quoi la partie qui est ici, là? La partie en bas à droite. Une rotation, là? Ouais, c'est ça. Donc cette matrice que j'ai construite, là, je l'ai construite en mettant une colonne avec des 1, 0, 0. Et ça, c'est une matrice de rotation. On verra un petit peu plus loin, mais la plupart des matrices, quasiment toutes les matrices de 3, comme ça, de M3 de R, qui sont orthogonales, elles peuvent être de cette forme-là qui t'a changé de base. La seule différence, c'est qu'en fait, on n'a pas forcément 1 ici, on peut avoir moins 1. Mais sinon, c'est le prototype des matrices orthogonales en dimension. C'est bon pour ce cas? On pourrait aussi vérifier, hein, si vous faites A fois A transposé, ça fait l'identité. Pas de questions? Une autre remarque, les lignes, parce que là j'ai dit les colonnes forment une base orthonormale, les lignes aussi. C'est logique parce que comme on fait A fois A transposé, si A est orthogonale, la transposée aussi. On pourra regarder les lignes, ça marche pas. Je peux passer? Vu que la norme des colonnes elle est égale à 1, A elle est aussi orthonormale, non? Alors ça n'a pas de nom. D'accord. Mais en fait, la matrice, on dit elle est orthogonale à condition en fait que les colonnes soient orthonormales. Ah ok. Tu vois, il y a un petit piège de vocabulaire. On parle jamais de matrice orthonormale, c'est juste que la matrice orthogonale, elle est orthonormale telle que tu la penses. Ok. Mais faites attention, effectivement, si vous prenez une matrice dont les colonnes forment une famille orthogonale, ça n'est pas une matrice orthogonale. Le choix de vocabulaire peut être un peu embêtant sur ce cas. Donc, je peux passer ici. Donc pour ce qui est des matrices, on peut avoir une matrice de passage, donc là c'est mis ici. Toutes les matrices orthogonales, en fait, on peut les voir comme des matrices de passage d'une base orthonormale à une autre. Donc c'est énoncé de manière pas très claire là, mais c'est une équivalence. On a équivalence entre le fait d'être une matrice de passage d'une base orthonormale à une autre et le fait d'être une matrice orthogonale. Donc, j'aurais pu écrire ça autrement, j'aurais pu dire l'ensemble des matrices orthogonales et l'ensemble des matrices de passage d'une base orthonormale. Donc ça donne une autre caractérisation. C'est vraiment équivalent à ce que j'ai dit auparavant avec les colonnes. Hein. Donc, si on a les colonnes qui sont qui forment une base orthonormale, ça veut dire que ça correspond à une matrice de passage, à une base orthonormale. C'est plus que ça. Par contre, on a un peu plus fort que ça, et c'est ça qui nous intéressait
en partie quand on a défini les matrices orthogonales. Si on prend un endomorphisme F, alors c'est une isométrie si et seulement si la matrice qu'il représente dans une base orthonormale est orthogonale. Donc il y a quand même pas mal de trucs là-dedans. C'est un théorème qui permet de faire le lien donc, entre les deux ensembles, l'ensemble des isométries et l'ensemble des matrices orthogonales. Faire attention au orthonormal qui est ici. Je ne sais pas si on ne prend pas une base orthonormale. Et ça vient du fait que j'ai dit juste avant, dans le cas de A orthogonal, c'est important que les colonnes forment une famille orthonormale. Donc ça veut dire qu'on n'a pas le droit de multiplier par exemple par un nombre de la première colonne. Or, ça c'est ce qui se passera si on change la base orthonormale en une base qui est juste orthogonale. Parce que changer ça, c'est juste changer la norme des vecteurs. Et donc ça revient à multiplier par quelque chose chacune colonne. Donc ce truc-là, le orthonormal, là, il est important. J'ai dû préciser, mais on ne va pas le démontrer, etc. Mais c'est juste réinterpréter ce qu'on a fait avant, essentiellement. Donc là, maintenant, on a du vocabulaire qu'on a réussi à regrouper un petit peu. On a regroupé isométrie, on a regroupé matrice orthogonale. Donc ça veut dire que, comme ce qu'on avait fait pour les études des espaces vectoriels, on peut se contenter d'étudier les matrices. Si on a envie, ça revient à étudier les isométries. C'est bon? Non, pas pour moi. Vous me dites quand c'est bon. Pour moi, c'est bon. C'est bon pour les autres? Non. Non, pas encore. Très bien. C'est bon? C'est bon pour moi. T'es dit aussi? Pareil. Oui. Donc maintenant, donc on a des petites informations, donc des propriétés sur les matrices orthogonales. J'en donne deux. La première, c'est que si vous avez une matrice orthogonale, alors forcément le déterminant c'est 1 ou moins 1. Et la deuxième, c'est que si vous prenez le spectre d'une matrice orthogonale, c'est forcément moins 1 ou 1. Alors une petite remarque, le spectre dedans, il n'y a pas 0. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi vous le saviez déjà qu'il n'y a pas 0 dans le spectre? C'est pas objectif s'il y a 0 dans le spectre. Oui, tout à fait. Ouais. On a 0 dans le spectre si et seulement si l'application n'est pas bijective. Là, on savait déjà qu'il n'y avait pas 0. Alors, on en sait beaucoup plus, on sait que c'est moins 1. Alors, et le premier point, je vais le démontrer. Ça, c'est pas très dur, c'est juste le déterminant. Si vous appliquez le déterminant à A fois la transposée de A par multiplicativité du déterminant, ça fait le déterminant de A fois le déterminant de la transposée. Mais on avait vu que le déterminant de la transposée, c'est le même que le déterminant. Donc ça fait le déterminant de A au carré. Or, A fois A transposé, c'est l'identité. Donc il faut que ça soit égal au déterminant de l'identité. Le déterminant de l'identité, c'est 1. Donc il faut que le déterminant de A au carré soit égal à 1. Et là, il n'y a plus trop le choix, hein. C'est soit 1, soit moins 1. C'est pour ça qu'on a le premier point qui est ici. Le deuxième, c'est plus délicat, il faut écrire les choses. Comme je ne l'ai pas fait, voilà, c'est plutôt en programme. Je l'ai mis quand même, mais c'est juste en bonus plutôt. Pour ceux qui veulent, c'est un exercice assez intéressant. Ceux qui ont envie de faire un peu de maths un peu plus abstraite que des séries de Fourier, c'est
C'est possible de démontrer ça. Il faut prendre un vecteur propre, vérifier, écrire la définition, voir ce que ça donne. Il y a des petites choses à faire, mais c'est pas infaisable. Et ça ressemble un petit peu, après on tombe sur ce genre de choses alors. En fait, on essaie de faire apparaître lambda carré où lambda est la valeur. Et on arrive à montrer que lambda carré est égal à 1. Donc c'est bon pour ça? Oui. Oui, c'est bon. Ouais. Alors, donc là, on passe un petit peu à autre chose. Donc, on a défini ce que c'est que les matrices orthogonales, on a défini ce que c'est que les isométries, on a vu le lien entre les deux. On peut parler d'orientation. En fait, avec ce qu'on a fait auparavant, on peut définir ce que c'est qu'un espace orienté. Donc, un espace orienté, pour nous, ce sera deux choses. Il y a un espace euclidien, E, et en plus, on rajoute une base orthonormée, E1, E2. En fait, cette base, elle va vous dire dans quel sens vous tournez dans le sens direct. Vous fixez une base quelconque, ça vous donne l'orientation. Autant dans R2, il y a une base naturelle orientée, autant, une orientation naturelle plutôt. Autant dans R3, en fait, il y a un choix. Le choix il est indiqué par la base orthonormée. Vous avez choisi ici. Ça fixe l'orientation. Et dans ce cas-là, quand on regarde n'importe quelle base de l'espace vectoriel euclidien E, on peut dire si c'est une base directe ou indirecte. Ça vient du fait que le déterminant de la matrice de passage de la base que vous avez choisie ici pour fixer l'orientation et la nouvelle base que vous avez choisie. Si c'est 1, on va dire que la base est directe. Si c'est pas 1, ce sera forcément comme ça. Donc là aussi une base orthonormale. Alors on dira que c'est une base indirecte. Il faut que vous rajoutiez dans une base, là, c'est une base orthonormale ici. Il manque le mot orthonormale. Ça ne change pas grand chose, c'est juste que ici j'ai mis 1. Si la base n'est pas orthonormale, ce sera un nombre positif. Mais ce ne sera pas forcément 1. Donc il faut que vous rajoutiez pour base là, le mot orthonormal juste après. Sinon ça ne marchera pas. Après on peut définir une base quelconque directe quand même. Dans ce cas-là, il faut juste mettre la même définition et au lieu de mettre égal à 1, là il faut mettre positif. C'est bon? Donc maintenant, là où j'ai grisé, il faut rajouter orthonormal. C'est bon? Bientôt. On a le temps, il nous reste en gros une demi-heure pour faire 10 transparents. C'est bon pour. Ok. Donc j'ai dû donner un exemple là. Si je prends R3 orienté par cette base ici, je prends la base qui correspond en fait, si vous regardez bien, aux colonnes de la matrice orthogonale que j'avais prise tout à l'heure, là où il y avait un 1 et puis une matrice d'orientation. Alors celle-ci c'est une base directe parce que si on construit la matrice de passage de l'un à l'autre, si la matrice de passage de cette base qui est la base canonique à cette base-là, on sait bien l'écrire. Ça revient juste à écrire ces trois trucs-là en colonne. Et ça. On peut calculer le déterminant de A et le déterminant de ça. Donc ça fait, on développe par rapport à la première ligne, par exemple. On va obtenir 1 fois le déterminant de ça ici. Or ça, c'est une matrice d'orientation. Donc le déterminant, ça fait ça. On peut aussi se calculer directement, mais ça fait 1. Donc cette base-là est directe. En revanche, si j'avais changé le moins qui est ici que le coefficient qui est juste en dessous, j'aurais obtenu une base indirecte. Parce que le déterminant aurait été moins 1. Ça permet de calculer directement pour savoir si on est dans le sens direct ou pas.
passage, on savait que c'était soit 1, soit moins 1. Ça venait du fait que la matrice quanta est orthogonale. C'est bon? Oui. Alors, maintenant, le théorème qui justifie que je fasse ce chapitre-là maintenant, c'est le théorème spectral. Alors, on l'a déjà vu. On en a vraiment besoin dans pas mal de sujets de concours. Ça permettra peut-être de faire ce week-end, par exemple. Donc, si on prend une matrice réelle d'ordre n, alors elle est diagonalisable, ça on l'avait vu. Et on peut préciser un petit peu les choses maintenant. En plus, on sait qu'il existe une matrice de passage orthogonale P, telle que P transposé AP soit une diagonale. Donc P transposé, c'est quelque chose que j'aurais pu rajouter tout à l'heure, mais si la matrice est orthogonale, on a vu que P fois P transposé est égal à l'identité. Donc en fait, ça veut dire que P-1, c'est la même chose que la transposée de P. Donc ça, c'est la formule de changement de base usuelle, c'est P-1 à P. Sauf qu'on l'écrit sous cette forme-là pour bien matérialiser le fait que c'est parce que c'est une matrice orthogonale. Donc c'est un changement de base particulier à partir de la matrice symétrique réelle qui permet d'obtenir une matrice diagonale. Ça, c'est le théorème spectral. Et en particulier, ce que ça vous dit, ça, c'est que comme la matrice de passage est orthogonale, les espaces propres, ils sont orthogonaux 2 à 2. Donc c'est parce que les colonnes de P formant une famille orthonormale, les espaces qu'elles engendrent sont orthogonaux entre eux. Et donc les espaces propres seront orthogonaux 2 à 2. Alors, des petites remarques. On l'a déjà dit, je crois que j'ai dit au moins 2 fois. Dans le théorème, le réel est important, donc il faut toujours le mettre. Quand vous dites j'applique le théorème spectral, il faut dire je l'applique parce que la matrice est symétrique, mais aussi réelle. C'est important de préciser réel. De plus, on a l'information que la matrice P-1 là, peut correspondre à une matrice orthogonale. Par contre, faites attention, on peut tout à fait aussi avoir des vecteurs propres qui feraient quelque chose de non unitaire, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc la matrice de passage, elle peut aussi marcher sans être orthogonale. Le théorème vous dit juste qu'il existe une matrice comme ça. Il ne vous dit pas toutes les matrices de passage qui donnent une matrice diagonale sont orthogonales. Ça, c'est faux. Mais n'empêche que c'est une information, et c'est une information importante, même si pour nous, le principal là-dedans, c'est quand même la diagonalisation. C'est plus intéressant que nous. Petit piège, faites attention, ça ne vous assure pas que la matrice de passage que vous allez calculer vous sera forcément orthogonale. Vous saurez juste que les espaces propres, eux, sont bien orthogonaux de. Vous me dites quand c'est bon. C'est bon. Pas encore. Alors la démonstration elle est hors programme et celle-ci elle est très 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 largement hors programme. Là il y a vraiment beaucoup de travail. C'est bon pour moi. Et
Donc, sur le suivant, je crois que je vous donne un petit travail. Donc là, il va falloir sortir un peu crayon, papier et calcul. Je vous donne une matrice. Donc là, cette matrice, elle est réelle symétrique. Et je vais vous demander de calculer le spectre d'abord, et après les espaces propres. On va vérifier simplement ce que donne le théorème. Donc le but, c'est de calculer le spectre, puis après les espaces propres. Et on va vérifier que les espaces propres qu'on trouve sont mis orthogonaux 2 à 2. Donc ça vous dérouillera un peu sur les calculs peut-être. Donc, quand quelqu'un a trouvé le spectre, il le donne. J'espère que tout le monde sait comment on fait ça. Avec le polynôme. Ouais, c'est le polynôme caractéristique. Là, comme il y a pas mal de zéros, ça va assez vite. Deux moins 2 et 0. Alors, 0, on pouvait le voir tout de suite, hein, peut-être que vous l'aviez vu, parce qu'il y avait la première colonne qui était égale à la troisième. Vous savez que 0 était effectivement valeur 3. Pour le 2, c'était pas très dur de voir non plus, puisque si vous faites moins 2 sur la diagonale, ça fait une colonne de 0. Et après, comme la somme des 3 fait 0, puisque la trace est égale à 0, effectivement, on a 0, 2 et moins 2. Donc sinon, si vous avez calculé le polynôme caractéristique, ben, normalement, vous trouvez x vecteur de x carré moins 4. Comme polynôme caractéristique, dont les racines sont donc 0, 2 et moins 2. Donc après, je vous laisse calculer e moins 2, e0 et e2. Moi, le polynôme caractéristique, je trouve un x plus 1 au carré. Plus 1 au carré. Alors, tu as développé par rapport à la première ligne, la deuxième ligne ou la deuxième colonne, je suppose. Ouais, c'est ça. Et après, qu'est-ce que tu obtiens? Et du coup, j'ai x au carré, moins 1. Non, après, j'ai x moins 2, faut le déterminant de x plus 1, 1, x plus 1. Le reste de la matrice. X plus 1, 1, 1, et oui, ça on est d'accord. Donc ça te fait x plus 1 au carré. Moins 1. X plus 1 au carré moins 1, ça fait x plus 2x. X carré plus 2x. Oui. Et si tu mets x en facteur, tu te retrouves avec x facteur de x plus 2. Donc tu trouves les trois racines. La première que tu avais trouvée c'était 2. Et après tu trouves, donc, comme x est facteur 0 et racine, et puis le reste c'est x plus 2. Ça te fait x, donc moins 2 et racine.
Donc, sinon, pour E-2, je ne sais pas si quelqu'un l'a calculé. 1, 0, 1. Alors, 1, 0, 1, oui, c'est ça. Alors, ça peut se voir si on le fait, entre guillemets, de tête. Si on fait E-2, ça veut dire qu'on fait plus 2 ici, plus 2 ici, plus 2 ici. Et dans ce cas-là, on se retrouve avec 1, 0, moins 1, moins 1, 0, 1. Et la somme de ces deux trucs-là fait 0. Donc on a déjà ce vecteur-là qui est clair, puisque la somme de la première colonne et de la troisième colonne de la matrice fait 0. Or, on a 3 valeurs propres distinctes, donc la dimension, c'est 1 pour chaque. Donc effectivement, on trouve ce vecteur-là pour E-2. Si on fait le même raisonnement, comment est-ce que je peux faire 0 avec les colonnes de la matrice A? 1, 0, moins 1. Ouais, puisque la première colonne moins la troisième colonne, ça fait 0. Le 0, c'est 1, 0, moins 1. Et E2, bah, si vous faites moins 2 sur la diagonale, comment est-ce qu'on peut récupérer 0 avec les colonnes? 1. 1 tout court? Non, non. 0, 1, 0. Oui, oui. En fait, la deuxième colonne est nulle. Donc, comme la deuxième colonne est nulle, il suffit de mettre un 1 fois cette colonne et des 0 ailleurs. Donc, effectivement, ça fait ça. Donc là, on a calculé ce qu'on sait faire d'habitude. On a calculé les valeurs propres, les espaces propres pour cette matrice, qui est symétrique réelle. Donc on savait de toute façon qu'elle était diagonalisable par un terrain spectral. Et on peut vérifier ce que vous disiez en plus, le terrain spectral. Il vous dit que les espaces propres, normalement, sont orthogonaux 2 à 2. Et là, ça se voit assez bien. Si vous faites le produit scalaire de ça par ça, ça fait 0. De ça par ça, ça fait ci. Donc on a bien vérifié ça. Donc ça vous donne un moyen supplémentaire de vérifier vos calculs. Si la matrice est symétrique réelle, vous devez vérifier que les espaces que vous allez trouver là, quand vous faites les produits scalaires, ça fait 0. Puisque vous savez que si ce n'est pas le cas, vous avez fait une erreur de calcul quelque part. Donc pensez-y, hein, c'est encore un moyen de contrôle sur ce genre de calcul. On a vu que c'était quand même des calculs qui étaient cruciaux pour la suite en général. Donc dans ces cas-là, ça vous donne un moyen de plus de vérifier ce que vous avez. C'est ce que j'ai vérifié ici. Donc c'est bon pour tout ça. On va passer à la suite. Donc là, on a vu le terrain spectral, c'est vraiment le but de cette partie-là. Alors, on ne voit pas exactement d'où il sort, hein, au moins il fait intervenir les matrices. Le deuxième but du chapitre, c'est de préciser la forme des matrices orthogonales quand on est simplement en dimension 2 ou en dimension 3. Donc là, je vais terminer avec ça. Normalement, ça ne devrait pas être très très long. Il ne reste pas grand-chose. Donc c'est la partie 4. C'est le cas des dimensions 2 et 3. Il faut connaître précisément les possibilités pour les matrices orthogonales en dimension 2 et en dimension 3. Donc en dimension 2, on a un théorème qui nous précise quelles sont les matrices orthogonales d'ordre 2. En fait, il y a deux possibilités. Soit c'est ça, soit c'est ça. Et dans chaque cas, avec A carré plus B carré est égal. Donc, il n'y a pas finalement tant de matrices orthogonales possibles en dimension 2. On a juste ces matrices-là. La première ressemble un petit peu, on l'avait vu tout à l'heure, ça ressemble à une matrice de rotation. On verra que c'est effectivement le cas, ce sont des matrices de rotation. La deuxième, par contre, c'est autre chose. On verra ce que c'est exactement. Donc, on va rapidement dire comment ça se démontre, mais la démonstration, en fait, il n'y a pas trop à réfléchir. On peut passer. Non. Ça se voit pas trop, c'est en bleu sur bleu, mais là c'est O2 de RP. C'est bon? C'est bon pour moi. Donc la démonstration, on part de ce que c'est qu'une matrice orthogonale. Donc si je prends une matrice ABCD quelconque, et je suppose qu'elle est orthogonale, ça me dit que normalement, quand je fais le produit de la matrice, donc là j'ai vérifié la matrice, par sa transposée, ça doit faire l'identité. J'ai écrit ça.
Et après, on calcule vraiment des choses explicitement. Donc, si je calcule AB fois AB, ça me fait A carré plus B carré. Ça doit être égal à 1. Si je fais le produit de la première ligne par la deuxième colonne, ça me fait AC plus BD, ça doit être égal à 0. Et si je fais donc CD fois CD, ça fait C carré plus D carré, tout ça, ça doit être égal à ce coefficient-là. Donc ça doit faire 1. Donc j'ai des conditions sur les coefficients A, B, C, D qui sont données par ça. Après, bon, il y a plusieurs cas. On regarde, j'ai mis ça un petit peu succinct, que j'ai écrit tout ça. On fait différents cas. Les cas qui comprend en général, c'est soit A égale à 0, soit A différent de 0. Si A est égal à 0, quand on remplace là-dedans, ça fait que B carré est égal à 1. Et quand on remplace là-dedans, on a que B fois D est égal à 0. Donc essentiellement, ça va donner l'identité. Si A différent de 0, dans ce cas-là, on a A carré égale B carré égale C carré. Et ça vient du fait que, comme A est différent de 0, à partir de cette équation ici, je peux écrire que C est égal à moins BD sur A. C'est ce que j'ai écrit là. Puis après, on remplace dans ce qu'il y a ici. Ça fait, si je remplace le C par moins BD sur A, ça fait D carré facteur de 1 plus B carré sur A carré. J'ai mis D en carré, au carré en facteur maintenant. Ça doit être égal à 1. Si je remultiplie par A carré, ça me fait que D carré facteur de A carré plus B carré doit être égal à 1. Mais je sais que A au carré plus B carré, c'est 1. Donc je remplace, ça me dit que D carré égale à 4. C'est comme ça qu'on montre ça. Après, comme D carré égale A carré, on sait aussi que B carré égale C carré. Et donc tout ça, ça nous donne la formule qu'on avait au bout. C'est-à-dire que soit A égale D, soit A égale moins D, soit B égale C, soit B égale moins C. Et donc ça donne les deux formes qu'on avait dans le terme précédent. C'est vraiment juste partir de A fois A transposé égal. Il n'y a rien de plus. Monsieur, vous pouvez remettre le théorème d'avant? J'ai pas tout noté. Ouais. Je vais peut-être juste voir ceux qui sont en train de copier ça. Vous êtes loin de la fin ou pas? Personnellement, j'ai fini. Très bien. Moi aussi. C'est dit? Ouais, c'est bon. Okay. Donc je remonte vite fait le théorème. Donc, ce qui change entre les deux formes, c'est juste la place du moins, finalement. Soit le moins est en haut à droite, soit il est en bas. C'est bon, Johan? C'est bon, merci. Donc là, on a démontré le théorème. Maintenant, on peut préciser un petit peu. Donc là, on avait deux formes possibles, la première et la deuxième. En fait, elles vont être caractérisées par le déterminant. Si la matrice est orthogonale de déterminant 1, alors en fait, c'est une matrice de rotation. Ça, on connaît déjà. C'est θ, c'est l'angle de la rotation. Donc, la démonstration, après, je n'ai pas mis la démonstration, je crois. Si, je l'ai mis là en fait. La démonstration, c'est juste que dans le théorème de structure que j'ai donné tout à l'heure, comme on a A carré plus B carré égale à 1, on peut choisir que 1 soit égal à cos θ et l'autre égal à sinus θ. On met ça là-dedans. Et ça donne la forme de la matrice de rotation. Donc ça, c'est le premier point. Donc c'est juste une réécriture finalement du théorème de tout à l'heure, dans le cas du premier cas. Et deuxième chose, si on connaît A, il faut savoir, ça c'est un exercice classique, comment on retrouve le θ qui correspond à la matrice. Donc pour ça, en fait, on utilise, si je vous donne une matrice quelconque, que je vous dis c'est une matrice de rotation, vous trouvez θ en disant que la trace, ça plus ça fait 2 cos θ. Ça permet de connaître cos θ. Et quand on connaît cos θ, on connaît presque θ. On connaît θ au signe près. Et après, pour déterminer θ précisément, ce qu'on peut faire, c'est prendre un vecteur non nul quelconque. En général, on prend les vecteurs de la base canonique. On calcule le déterminant de x fois x. Ça va vous donner le signe du sinus qui est ici, essentiellement. Puisque quand vous faites le déterminant, ça redonne le volume avec le signe qui correspond à l'orientation. Et donc le signe correspond exactement au signe du sinus qui est. Donc ça, c'est ce qu'on fera en exercice plusieurs fois. Si on se donne une matrice orthogonale, il faut être capable de retrouver quelle est sa nature. Et donc une fois qu'on a déterminé quel est le déterminant 1, on sait que c'est une rotation.
Et une fois qu'on sait qu'il y a une rotation, on cherche θ en utilisant ça. D'une part la trace, d'autre part le déterminant de x. C'est des exos assez usuels. C'est pas très compliqué à faire, mais il faut connaître la méthode. On touche au but, il nous reste 2 slides, 3 slides. C'est bon? Non. Non. Ok. Donc la toute première matrice que j'avais donnée orthogonale, là, c'était 0, 1, 1, 0. Donc celle-ci, c'était pas une matrice de rotation. On verra que le deuxième cas possible, l'exemple, c'est en fait une symétrie. C'est bon pour moi. Donc deuxième cas, je vous disais. Non, pas pour moi. Donc là, on est dans le cas déterminant de R égale 1. L'autre cas, ça va être déterminant de R égale à moins 1. Donc là, on aura aussi un résultat qui va ressembler un petit peu à ça, avec la forme générale de la matrice. C'est bon, merci. Monsieur, je comprends pas. Faut faire le déterminant de x avec le a fois x en fait. Ouais, c'est ça. X on prend genre xy. Typiquement, tu prends 1, 0 pour grand x. D'accord. Tu prends le premier vecteur de la base canonique et tu lui appliques la matrice. Comme tu sais que c'est une rotation, ton vecteur il va tourner. Et quand tu calcules le déterminant, tu sais que ça va te donner l'aire du parallélogramme donné par le vecteur de base et le vecteur tourné. Mais l'aire, elle est avec un signe qui correspond à l'orientation. Et cette orientation, elle va te dire si le sinus il est négatif ou positif. Donc c'est pour ça qu'on fait ça ici. Ah oui, d'accord. Tu peux revoir ça aussi avec la formule qu'on avait donnée pour le déterminant dans R2. Il y avait un sinus qui sortait, le signe correspond au sinus. D'accord. Oui. Maintenant, donc, le cas déterminant égal à moins 1. Donc, si maintenant la matrice A est orthogonale d'ordre 2 de déterminant moins 1, dans ce cas-là, c'est une symétrie en fait. Alors, on change un petit peu la forme. Volontairement, on met des 2 fois θ au lieu des θ. Même si, pour la même raison, pour les rotations, on pourrait mettre un θ si on avait envie. On met 2 θ. Ça vient du fait qu'en fait, le θ qui correspond ici à cette écriture, ça va être l'angle avec le vecteur i, le premier vecteur de la base canonique, qui donne l'axe de la symétrie. Donc si vous avez cette matrice-là, c'est la symétrie par rapport à la droite qui forme un angle θ avec la droite horizontale, avec l'axe des abscisses. Donc c'est pour ça qu'on écrit ça sous cette forme. On peut faire la même remarque que pour le cas des rotations avec un S, c'est mieux quand même ici. Et puis, donc, par rapport à ce que j'ai dit dans le cas des rotations, donc, on avait les mêmes remarques. C'est-à-dire, si vous faites la trace, là, par contre, la trace, ça ne vous apprend pas grand-chose. Si on veut déterminer ici l'angle de l'oreille, on fera plutôt le deuxième truc. L'image de la vecteur. Et sinon, il y a un moyen plus simple de le faire, c'est écrit ici. On peut ajouter que si on fait l'espace propre associé à la valeur propre 1, cette matrice-là. En fait, ce qu'on obtient, c'est un espace vectoriel qui est engendré par cos θ et sinus θ. Donc ça justifie deux choses. Ça justifie d'une part que c'est bien la symétrie d'axe ça, parce que l'espace propre associé à la valeur propre 1, c'est les vecteurs qui ne bougent pas par une application de linéaire. Ben, pour une symétrie, c'est les vecteurs qui ne bougent pas
Donc ça va être l'axe de la symétrie. Et donc ça vous redonne cos θ sinus θ, ce qui justifie que c'est bien la droite qui a un angle θ à la droite des abscisses. D'où les deux θ ici à gauche. Donc, dans ce cas-là, en général, c'est ce qu'on fera directement. Si on a repéré que le déterminant est égal à 1, on calcule directement E1 de A. Et ça nous apprend en normalisant les vecteurs, qui est ici. Ça nous donnera cosinus et sinus. Bon. Pas encore. Donc pour l'exemple que j'ai donné tout au début, là, 0, 1, 1, 0, ben, vous voyez que le cosinus est égal à 0, le sinus est égal à 1 de θ. Donc ça veut dire qu'on avait quelque chose avec θ égale pi sur 4. Donc c'était la symétrie par rapport à la droite, orientée dans le pi sur 4. C'était pas la symétrie par rapport à la première bissectrice. Du coup. Si on calculait l'espace propre pour la valeur propre 1 de la matrice 0, 1, 1, 0, on trouverait le vecteur 1, 1. Et en normalisant, c'est-à-dire en divisant par racine de 2, on donnerait racine de 2 sur 2 ici, racine de 2 sur 2 ici. Et donc on retrouverait comme ça l'angle pi sur 4. Monsieur, oui. La isosymétrie passe forcément par l'origine. Là, en fait, ouais, ce sont des symétries, mais vectorielles. Donc toujours 0 est égal à 0. Enfin, quand tu prends l'image de 0, oui. Ça fait 0. Et donc forcément, ça passe par l'origine. Ok, merci. C'est vrai pour toutes les isométries qu'on fait là. C'est des isométries vectorielles. Donc là-dedans, par exemple, il n'y a pas les translations. Alors qu'évidemment, les translations, c'est des isométries, au sens général du terme. Mais comme ce n'est pas une application linéaire, ça ne rentre pas dans ce cadre. Vous me dites quand c'est bon. Moi, personnellement, c'est bon. Pareil. Moi aussi. Okay. Alors, hop. Donc une conséquence, là si on repasse aux isométries, puisqu'on a pour l'instant ce que j'ai regardé c'est les matrices orthogonales. Alors, si vous regardez les isométries vectorielles, ben, on a simplement démontré qu'il y a deux cas. Soit le déterminant est égal à 1, et du coup c'est une rotation, soit le déterminant est égal à moins 1, et c'est une symétrie. Donc c'est vraiment juste traduire en termes d'application linéaire ce qu'on a fait sur la. On avait vu qu'il y avait toujours une correspondance entre les propriétés des applications linéaires et celles des matrices qui les représentent dans les bases. Donc là, ici, ça se traduit comme ça. Il suffit de calculer le déterminant de l'application pour savoir si c'est une rotation ou une symétrie, et ça ne peut pas être autre chose. C'est soit l'un, soit l'autre. Donc là, on est pour R2. Et donc, on aura après le dernier transparent du chapitre. C'est bon? Pas encore. Non, pas encore. Tu vois? Je sens que c'est... Alors, le dernier résultat, c'est le cas où on a R3. Là, je vous donne carrément le gros théorème. Dans ce cas, donc, A est une matrice orthogonale d'ordre 3. Alors la différence par rapport à R2, c'est qu'on ne peut pas directement donner la forme, on la donne après changement de base. Donc ce qu'on sait, c'est qu'il existe une matrice de passage P orthogonale, donc ça c'est comme tout à l'heure. Ça c'est la formule de changement de base qu'on connaît bien, sauf que P-1 c'est P transposé, donc K ou P. Donc on a le changement de base ici. Et le résultat c'est une matrice de cette forme-là. Donc vous reconnaissez exactement la même forme que celle que j'avais donnée tout à l'heure, on prend un exemple. La seule différence c'est que
on a bien une matrice de rotation en bas à droite, là, ça c'est une matrice de rotation. Par contre, ici, c'est soit 1, soit moins 1. Les deux sont possibles. Et dans ce cas-là, donc, il va y avoir à nouveau les deux possibilités, angle déterminant 1 ou déterminant moins 1. Le déterminant 1 va correspondre au fait que c'est une rotation de l'angle qui est donné par la matrice de rotation, qui sera donc l'angle θ, qui sera dirigé, puisque là, si on est dans R3, la rotation c'est autour d'un axe, et donc l'axe sera l'espace propre pour la valeur propre 1. Donc ça, c'est si ici on a un 1 dans cette équation. Donc là, j'ai écrit les choses de manière assez synthétique, mais si on veut retrouver le θ à partir de la matrice quelconque qu'on a au départ, on peut tirer la trace comme j'ai indiqué tout à l'heure. Dans ce cas-là, la trace, ce sera 1 plus 2 fois cosinus θ, parce qu'on a le 1 qui arrive en bas. Donc ça permettra de retrouver le θ aussi de la même façon que tout à l'heure. Si le déterminant n'est pas 1 mais moins 1, dans ce cas-là, vous avez un peu le même genre de choses, sauf que c'est la composée de deux choses. C'est à la fois la rotation d'angle θ et une symétrie. On a la composition des deux. Donc la rotation, elle est d'angle θ autour de l'axe donné par ça, évidemment. Et la symétrie, elle a lieu par rapport au plan qui a pour vecteur normal le vecteur qui correspond à cette première colonne. Donc ça, c'est un vecteur propre, la valeur propre moins 1. Donc on a ces deux seules possibilités, soit on a une rotation, soit une composition symétrie-rotation. Si la rotation est d'angle 0, c'est-à-dire s'il n'y a pas de rotation, ça vous donne une symétrie toute seule. Auquel cas, on aura moins 1, 1, 0 dans une certaine moins 1, 1, 1, pardon. Donc ça veut dire qu'on aura comme possibilité pour le polynôme caractéristique soit x-1 facteur de, ici si j'ai des 1, en fait il va y avoir x plus 1 facteur de x-1 au carré, soit j'ai le polynôme caractéristique de la rotation. Monsieur, oui. Pourquoi le moins il pourrait pas être sur le coche en bas à droite à la place du signe? Alors ce qu'on dit là, c'est qu'il existe une matrice telle que. Après, tu peux obtenir d'autres formes que ça, c'est possible. Ok, d'accord. Mais par contre, tu sais que tu peux toujours te ramener à cette forme-là. Ok. D'accord. Mais on verra des matrices qui n'ont pas cette forme-là et qui s'y ramènent. Il y a d'autres possibilités. Les histoires du déterminant, là, c'est le déterminant de A ou c'est le déterminant de la grosse matrice qui est au-dessus? Le déterminant de ça, tu veux dire? Ouais. C'est la même chose. Parce que le déterminant, quand tu prends le déterminant de ça, Ouais. c'est le même que le déterminant de A. Ok. Parce que le déterminant de P, c'est 1. Ça ne change pas. Donc c'est pour ça qu'on se sert toujours du déterminant. C'est que si on te donne n'importe quelle matrice orthogonale, mais inconnue, qui sera plus moche que ça, le déterminant sera le même que sa forme comme ça. Ok. Donc c'est pour ça qu'on l'utilise toujours comme première caractérisation. Si c'est 1, c'est possible d'avoir ça. Si c'est moins 1, c'est possible d'avoir ça, mais avec un moins ici. Ok. Donc l'exo classique qu'on aura, on fera ça en TD la semaine prochaine, c'est on vous donne une matrice 3-3, on vérifie que c'est une matrice orthogonale, il faut trouver sa nature, donc il faut savoir si c'est une rotation ou une symétrie composée avec une rotation, trouver l'angle, etc. Ça sonne, donc je laisse ça, pour ceux qui n'ont pas fini de copier, on peut finir. Monsieur? Oui. On peut revenir à la diapo d'avant? Ouais, j'attends juste que celle-ci soit terminée peut-être. Pour moi, elle est terminée. Ouais. C'est dit? Ouais. J'ai fini. Ok. Je reviens à la précédente si tu veux, Kamal. C'était ça? Oui. C'était pour une question ou tu n'avais pas fini de copier? Non, j'avais pas copié les titres aussi. Ah, d'accord. C'est pareil, hein, s'il y en a d'autres qui veulent faire des retours sur. Sinon, de toute façon, là, on va s'arrêter là pour ce matin. Donc là, j'ai fini ce chapitre. Donc, on fera les exos la semaine prochaine. Et donc, il ne reste plus qu'un chapitre. Sur les fonctions de plusieurs variables. Je veux bien que vous veniez sur l'isométrie.